Alors, mon avis, au regard du premier chapitre des Twitter Files, qui date de 2022, du second chapitre, du troisième Twitter chapitre... Files, il faut expliquer, les Twitter Files, Elon Musk rachète Twitter en 2022 et ouvre la messagerie interne à une demi-douzaine de journalistes qui vont documenter la participation de Twitter à une multitude de scandales qui vont de... Alors, le plus connu, c'est le fameux laptop de Hunter Biden, qui est une information qui aurait vraiment pu faire basculer l'élection de 2020 de Joe Biden, qui a été glissée sous le tapis, histoire de ne pas trop nuire à Joe Biden. Pas que par Twitter, d'ailleurs. Hein. Pas que par Twitter, par l'ensemble des réseaux sociaux. Par beaucoup de presse. La plupart des scandales qui ont été révélés dans les Twitter Files concernent les réseaux sociaux. Il se trouve que c'est à travers Twitter qu'on a eu une vision de ça, mais à part 2-3 trucs, du genre le rôle très particulier des services de modération de Twitter, qui est quelque chose de très spécifique à Twitter, si on le retrouve dans une moindre mesure chez Meta, mais quand même, c'était très particulier chez Twitter. Tout le reste, ça concerne les réseaux sociaux dans l'absolu. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, aux États-Unis comme en France, à partir grosso modo de 2018, s'est mis en place une censure qui a mobilisé des ONG, des médias, et puis du côté des États-Unis, le gouvernement, en tout cas l'administration américaine, pas nécessairement le gouvernement, et qu'en France, il s'est passé exactement la même chose, à peu près dans le même tempo. Ce qui laisse à penser que, grosso modo, le DSA a été pensé et mis en pratique, bien avant que ce soit un texte réglementaire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que la France a eu un rôle... Et ça, Digital Service Act, qui est la loi qui, pour faire simple, encadre la modération des réseaux sociaux. Et qui, effectivement, met en place des ONG qui sont en charge, avec le DSA, de grosso modo faire la chasse aux contenus indésirables, de les signaler aux plateformes pour qu'elles les dégagent. C'est bien ça. Alors, ça serait bien s'il y avait une forme de transparence. Il n'y a absolument aucune forme de transparence. On a mis 2 ans à savoir quelles étaient les ONG qui avaient été désignées. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, elles étaient en place depuis, pour certaines, 4 ans, de façon parfaitement clandestine. Et que ce mécanisme aux États-Unis a également été mis en place à peu près, même pas au moment du mandat Biden, ça a commencé avant même le mandat Biden, derrière le dos de Trump, qui était à l'époque président. Et qu'aux États-Unis, par contre, c'est complètement anticonstitutionnel, donc ça ne pouvait pas être pérennisé aux États-Unis, ce qui fait qu'ils l'ont solidifié dans la législation européenne, sous la forme du DSA, de façon a priori, avec des conditionnels pour la forme, à profiter du côté des États-Unis d'une espèce de parapluie européen qui aurait nivelé par le bas la modération des réseaux sociaux et qui aurait permis aux États-Unis de profiter du parapluie européen. Le but étant de censurer initialement, parce que c'est malheureusement, heureusement plus vistard que ça, de censurer la droite américaine et la droite populiste sur le territoire européen. Ça a été traduit par un texte de loi, alors ça a été saccagé par Trump dès qu'il est revenu au pouvoir. Les fact-checkers ont été dégagés comme des balles propres. De chez Facebook. De chez Facebook, de chez Twitter, ils étaient déjà partis depuis belle lurette. Mais les fact-checkers, le rôle social des fact-checkers, qui a été vraiment mis en place à grand renfort de médias, ont été éliminés en l'espace d'une semaine dès le retour de Trump. Mark Zuckerberg lors de son audition par rapport à ça ? Pas dans son audition. Son truc le plus intéressant, c'était Joe Rogan. Donc, c'est pas vraiment une audition. C'est le podcast le plus populaire aux États-Unis. Et il a expliqué que c'était bien gentil, les fact-checkers, mais qu'au départ, c'était censé être là pour vérifier des choses complètement délirantes, la Terre est plate, des choses comme ça. Et que très rapidement, ils se sont mis à vérifier et à censurer des opinions politiques. Qui plus est de façon très très orientée vers exclusivement la droite américaine. La gauche américaine ayant le droit de dire n'importe quoi sans que ce soit un gros problème pour les fact-checkers. Mais là par contre, dès que la droite américaine disait quoi que ce soit, c'était checker, fact-checker, refact-checker dans tous les sens. C'était pas neutre. C'était absolument pas neutre politiquement. Les médias aux États-Unis, comme dans une moindre mesure en France, sont quand même majoritairement du côté démocrate, c'est-à-dire la gauche américaine, qui n'est pas tout à fait la même que la gauche française, bien qu'aujourd'hui c'est aussi bien polarisé. Et donc les Américains, ne pouvant pas pérenniser ça dans leur système, parce qu'ils ont une constitution qui est vraiment à l'opposé de cet état d'esprit, ont gentiment laissé les Européens le faire, en se disant on va profiter du truc. C'est là qu'intervient Thierry Breton. Ils ont écrit une jolie loi, une directive qui est le DSA, qui est en application depuis maintenant 2 ans. Et donc, dans chaque pays européen, il y a une autorité de régulation, en l'occurrence en France, c'est l'ARCOM, qui va désigner ce qu'on appelle les signaleurs de confiance, les fameuses ONG. Et les ONG vont faire la chasse au contenu avec des méthodes dont on ignore absolument tout.
Pour aller avec un peu d'IA derrière. Très certainement avec de l'algorithmie, on a une petite idée d'où vient l'algorithmie, hein. Avec les fameux contenus toxiques de David Chavalarias, qui a beaucoup travaillé sur comment identifier les contenus problématiques sur les réseaux sociaux. Et effectivement, quand on va regarder les travaux de Chavalarias, qui sont par ailleurs très intéressants... Il y a un biais ou pas? Ah bah, il y a exclusivement que des concepts de droite et d'extrême droite qui sont chassés par David Chavalarias. Il n'y a absolument aucun concept futile, toxique, qui émane de la gauche. Il se concentre exclusivement... ça? Ah oui, non, mais c'est public, c'est sur son site web. Il a écrit un bouquin qui est sorti, qui par ailleurs est vraiment intéressant. Mais effectivement, lui, son truc, c'est les méchants droitards. Et il ne s'intéresse pas du tout à ce qui pourrait être toxique venant de la gauche. Donc c'est très orienté.